Bonjour à toutes et à tous, chers spectateurs et spectatrices de YouTube. Je suis à nouveau de retour sur ma chaîne. Encore une fois, je pense de manière temporaire, mais c'est encore une fois pour une bonne raison, comme pour mes découvertes sur l'archipel de Malte à travers Google Earth. Mais cette fois-ci sur un sujet complètement différent, comme vous avez pu le voir à travers le titre de la vidéo. Alors, qu'est-ce que sont les secrets implicites des alphabets? Je vais y venir juste après. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous dire, encore une fois, que je vous accueille avec beaucoup d'amour et de générosité, que je suis ouvert à tout point de vue, puisque ce que je vais expliquer risque sûrement de poser certains soucis, notamment au niveau d'interprétation. En tout cas, c'est un système inédit que je vais vous proposer et qui est très logique, vous allez vite comprendre, et que ça repose sur des informations très pertinentes et avec une implication et une signification très profonde. Et justement, je vous expliquerai pourquoi je pense que l'alphabet français est codé. Pour ça, on va employer plusieurs méthodes, mais enfin, je vais y venir juste après. Avant ça, je voulais juste revenir sur ma série de vidéos sur l'archipel de Malte. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est concernant ma première vidéo, la vidéo d'introduction, dans laquelle je parle de l'exemple pratique de la mise en application des système métrologique, le fait notamment de déterminer une unité de mesure par déduction. Et je vous avais expliqué que l'intérieur de la chambre du roi, de la grande pyramide, euh, mesurait 10 coudées de large sur 20 coudées de long. Et après, enfin, je vous ai expliqué que la valeur de 52,36, c'était 52,36 coudées. Mais non, c'est pas coudées, c'est mètres. Et en plus, je le savais ça. Mais j'ai complètement, il y a eu une sorte de lapsus dans ma tête et je me suis trompé à ce niveau-là. Tout ça en raison du fait que je n'écris pas de script, ce qui veut dire que quand je m'exprime devant un écran, euh, j'ai pas les informations qui sont devant moi et j'ai juste à lire et puis faire une sorte de mise en scène théâtrale pour faire en sorte que ce soit agréable et divertissant pour les gens parce que en tant que tel, mes vidéos sont plus instructives que divertissantes. Et ça, pareil, j'ai dit divertissant lors de ma première vidéo. Et c'est parce que des fois, j'ai pas toujours les bons mots en bouche pour exprimer, expliquer les choses. Donc voilà, soyez un peu indulgents par rapport à ça. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que j'avais appelé à l'origine l'église Tétractis sur l'archipel de Malte, qui avait cette forme triangulaire assez particulière avec des triangles à l'intérieur également. Ben, en fait, après quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était pas une sorte de version simplifiée de la Tétractis de Pythagore. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte de composition triangulaire en 4 niveaux. Et on l'appelle tétractis parce que justement, ça renvoie au nombre 4. Et quand on additionne les 4 premiers nombres, ça renvoie au nombre 10, qui est le système décimal. 4 plus 3 plus 2 plus 1 donne 10. Euh, et donc, finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas une église tétractis, mais une église tétraédrique. Tétraédrique en rapport avec le tétraèdre, un des 5 solides de Platon. Donc même si c'est pas en rapport avec Pythagore, le fait d'avoir ce type d'église, c'est très surprenant et on va dire ça renforce mon hypothèse, ou en tout cas ce que je pense concernant le fait que la plupart des édifices religieux et des temples mégalithiques ont été disposés à des distances bien précises et dans des relations géométriques également bien précises. Enfin voilà, je voulais juste revenir là-dessus, c'était deux points que j'avais sur lesquels je m'étais un peu trompé et justement je vais le rectifier. Donc maintenant, on arrive à la vidéo du jour. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, pour moi, est vraiment très important. Et c'est pour ça justement que je réalise cette vidéo. Puisque ça renvoie à deux notions qui me sont chères, l'amour et l'unité. De toute façon, vous pouvez le voir sur le bordereau de ma chaîne YouTube, c'est écrit partage, amour et unité. Le partage, bah, c'est cette vidéo en soi, c'est le fait de vous transmettre les informations issues de mes recherches. Et l'amour et l'unité, vous allez voir, est très présent au sein de notre alphabet.
mais de manière dissimulée. Il va falloir l'interpréter à plusieurs niveaux de lecture. Et justement, ces systèmes d'interprétation, je vais vous les présenter puisque j'ai préparé un diaporama. Et sur ce diaporama, tout est expliqué. Il y a notamment une forte influence de l'alphabet grec et notamment l'alphabet hébreu. Et je vais justement faire le point par rapport à cet alphabet-là, puisqu'il se pourrait bien qu'il soit plus ancien que ce que les historiens ne le pensent. Et pour ça, j'ai un texte qui l'exprime très clairement. Voilà. Ceci étant dit, je passe maintenant au diaporama que je vous ai préparé. Vous voyez, c'est magique. J'ai juste à réduire la fenêtre et on y arrive. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le titre de la vidéo, la gematria, le témoura et la langue des oiseaux, un langage à redécouvrir. Puis j'ai ajouté une petite animation qui va avec. Un monsieur qui dit qu'est-ce qu'il dit, je ne comprends rien, en s'adressant aux oiseaux à côté. Et puis l'autre monsieur à côté qui réfléchit et qui ne comprend pas non plus. Alors que les oiseaux, bah eux, ils discutent entre eux, ils savent exactement ce qu'ils disent. Et bien c'est exactement la même chose avec ce qu'on appelle la langue des oiseaux, que je vais vous présenter un peu plus tard. Voilà. Alors, le sommaire que je vous ai concocté est scindé en 7 parties. Le nombre 7 qui m'est cher. Bon, je vais être un peu kabbaliste hein, sur les bords. L'intention n'est pas de coder ma vidéo, mais vous allez voir qu'il y a certains nombres que j'apprécie particulièrement qui ont été intégrés par hasard. Et en l'occurrence, ces 7 parties sont vraiment bien structurées, vous allez voir. Premier texte de référence, le Sefer Yetzira. Vous allez découvrir quelle est son origine, quelle est sa signification et quel est son contenu. Ensuite, la Gematria. Ça, c'est un terme qui peut-être vous parle un peu plus. Je vais vous parler de son origine et en quoi elle consiste. Et là, j'ai écrit principe au pluriel. Pour moi, les détails sont importants, donc si c'est écrit au pluriel, c'est qu'il y a une raison. Ensuite, le témoura. Pareil, je vais vous parler de son origine et de son principe. Suivi de la langue des oiseaux. Et là, on arrivera, je dirais, à l'ossature principale de cette vidéo et la raison d'être même de cette vidéo, que sont les alphabets, et plus particulièrement l'alphabet hébreu, l'alphabet grec et l'alphabet latin, qui constituent notre alphabet français. Ensuite, je vous parlerai de mes découvertes, parce que tout ce qu'il y a avant, finalement, c'est une présentation de textes et de techniques qui sont connus au sein de la Kabbale hébraïque. Et pareil, je reviendrai sur ce terme un peu après. Et vous verrez que tout a une raison d'être. Vraiment, rien n'a été laissé au hasard et qu'on pourrait penser que finalement notre alphabet est un peu aléatoire ou a été créé, je dirais, sans sens a priori, alors qu'en réalité, il en a. Il en a un. Et vous allez voir que non seulement j'ai réussi à décoder ce sens, mais j'ai aussi réussi à remonter à l'origine et j'ai réussi à comprendre le but d'insérer ces informations dans notre alphabet. Quelles sont la pertinence de ces informations. Et à la fin, dernier point, la conclusion, que devons-nous retirer de toutes ces informations qui ont été incrustées dans notre alphabet? Ceci étant dit, on passe à la première partie, le Sefer Yetzira. Alors, tout d'abord, la traduction française de son nom donne livre de la formation ou livre de la création. Déjà, rien qu'avec ça, ça vous donne une idée du type de texte sur lequel on se rapporte. Sa date de rédaction est mal connue. Les exégètes estiment que sa version originale aurait été écrite par Abraham, ce qui en ferait le plus ancien ouvrage kabbalistique. Alors, petit point au niveau du vocabulaire, les exégètes, ce sont les personnes qui s'occupent d'analyser de manière critique les textes anciens. Donc ce sont les spécialistes des textes anciens, en quelque sorte. Abraham, c'est bien le même Abraham qui est mentionné dans l'Ancien Testament, donc le patriarche. Maintenant, nous allons en venir à la Kabbale. La Kabbale voulant dire la tradition,
et le mouvement ésotérique du judaïsme visant à commenter les textes de la Torah, qui sont les 5 premiers livres de la Genèse qu'on appelle le Pentateuque, sous un angle différent du sens littéral du texte. Donc c'est une interprétation ésotérique. Il révèle des messages codés à travers divers outils que représentent la Gematria, le Temura, le Notaricon et l'Aïd Beker. En l'occurrence, nous, on va seulement traiter des deux premiers, la Gematria et le Temura. Euh, il sera intéressant de le voir aussi sous la perspective des deux autres, mais comme ça nécessitait beaucoup plus de travail, pour l'instant, on va se concentrer sur ces deux-là et qui contiennent déjà énormément d'informations. Tout ça vient de l'hébreu, hein. Tous ces termes-là euh, euh, sont hébreux. Voilà. Il existe actuellement 4 versions différentes du Sefer Yetzira. La version Grahari, qui est la version la plus estimée et sur laquelle s'appuient le plus les kabbalistes, et c'est d'ailleurs cette version-là que je vais décortiquer avec vous. La version Rabad, qui est la version courte. La version Florentine, la version longue, qui, comme je vous expliquerai un peu plus tard, a pu être à l'origine de l'invention du tarot. Et enfin, la version Saadia Gaon, version sur laquelle s'appuient le moins les kabbalistes. Alors, au tout début du livre, donc là, on arrive dans le vif du sujet. Au tout début du livre, il est expliqué que Dieu s'établit sur les 32 sentiers merveilleux de la sagesse et que son univers fut créé par 3 mesures, et ça c'est un point très important dès le début du texte, le nombre, l'écrit et le commentaire. Ensuite, j'ai indiqué la référence, Sefer Yetzira 1.1. Alors le premier 1 représente le chapitre. Donc là, c'est premier chapitre. Et le deuxième 1, à droite des deux petits points, représente le paragraphe. Donc ici, en l'occurrence, c'est premier chapitre, premier paragraphe du Sefer Yetzira. Or, nous pouvons interpréter les deux dernières mesures, donc l'écrit et le commentaire, comme les lettres et leur forme. Vous voyez, parce que quand on écrit, c'est une graphie. Et ça, et donc ça renvoie à des sons, d'où les lettres. Et la parole pour le commentaire, donc la manière de les exprimer. Et là, justement, on va en venir ensuite à ce que on connaît sous le nom de langue des oiseaux. La première partie, le nombre, ça va être la gematria. Les lettres et leur forme, on va un peu y ajouter de la graphie et puis du témoin. Et puis enfin, la parole, ça va être la langue des oiseaux. Et vous allez voir que tout ça est présent dans notre alphabet, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et enfin, enfin pour cette diapo, dans le paragraphe suivant, il est écrit 10 séphirotes dans le néant, 22 lettres de fondement, 3 mères, 7 doubles et 12 simples. Sefer Yetzira, premier chapitre, deuxième paragraphe. Les nombres et les lettres sont donc séparés de 10 d'une part et 22 d'autre part. Et vous allez voir que les 22 lettres vont donner les 22 lettres de l'alphabet hébreu primitif, puisqu'il y a 5 lettres finales qui ont été ajoutées, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors le séphiroth, que vous voyez indiqué ici, il n'y a pas de traduction exacte en français de ce mot. Toutefois, à travers la guématrie, je vous expliquerai les principes après, on peut le rapprocher avec le terme de vie. Et c'est pour ça que est né ce qu'on appelle l'arbre de vie, qui est l'arbre des séphirotes. Mais pareil, je reviendrai là-dessus un peu après. Alors, nous continuons la lecture. Dans les paragraphes 10 à 12, le Sefer Yetzira explique comment les 3 éléments fondamentaux de l'univers ont été créés et dans quel ordre. Ainsi, le souffle est issu du souffle. Avec, il traça et sculpta les 22 lettres fondamentales, Sefer Yetzira, premier chapitre, 10e paragraphe. Dans ce cas, le premier souffle est assimilé à l'éther, tandis que le second souffle est assimilé à l'air. Enfin, ça c'est l'interprétation. Ensuite, il est dit que les eaux sont issues du souffle, Sefer Yetzira, premier chapitre, 11e paragraphe, puis que le feu est issu des eaux, Sefer Yetzira, premier chapitre, 12e paragraphe. Ce point-là, encore une fois, est très important. Puisque là, justement, il nous explique que, en fait, les éléments ont aussi un ordre d'apparition. Ils ne sont pas apparus en même temps. Ils sont apparus l'un après l'autre. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous n'y avaient pas songé, moi non plus. C'est en lisant le texte que j'ai eu cette prise de conscience.
Le souffle est issu du souffle. Alors là, c'est une interprétation un peu plus subtile. Moi, je l'ai interprété comme l'éther, le souffle originel, et le souffle comme l'air. Mais ce cas-là, voilà, je laisse ouvert à d'autres suggestions. Je ne suis absolument pas certain de mon interprétation. Ensuite, il est dit que les eaux sont issues du souffle. Bon, là, les eaux, il n'y a rien de très compliqué pour comprendre à quoi ça se rapporte. Puis que le feu est issu des eaux. Donc, nous avons notre hiérarchie, l'éther, l'air, l'eau et le feu. Ils sont apparus dans cet ordre-là, d'après le Sefer Yetzira. Ensuite, un peu plus loin, toujours dans le premier chapitre, on peut lire que le Créateur choisit 3 lettres qu'il insérera dans son nom, Yod et Vav. Alors je fais de l'hébreu à côté, ça c'est un avantage, ce qui me permet de mieux comprendre le sens. Et vous allez voir que j'ai même réussi à comprendre l'objectif d'ajouter des notes supplémentaires dans l'alphabet hébreu. Ce qui est assez incroyable. Et qu'il fixa à chacune de ses extrémités, en haut, en bas et aux 4 points cardinaux. Sefer Yetzira, premier chapitre, 12e paragraphe. Il est intéressant de noter qu'il est possible de créer une figure géométrique de cette façon, qu'on appelle l'octaèdre. On peut aussi comprendre ici que l'espace et les dimensions sont apparus après ces 3 éléments. Donc là, 2 choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, on peut créer une forme géométrique, et cette forme géométrique, on la connaît bien puisqu'elle appartient également aux 5 solides de Platon. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand on part du point central, et qu'on va en haut, en bas, à gauche et à droite, on forme les 4 points cardinaux, mais comme sur une feuille, donc en 2 dimensions. Là, jusque-là, je vous suis. Ensuite, une fois qu'on a tracé les 4 points cardinaux, on va en mettre un en haut et un autre en bas. Or, cette croix qui est formée par les 4 points cardinaux, en fait, on peut les relier par des lignes. Et quand on relie ces 4 points par des lignes, ça forme un carré. Et ce carré, si ensuite on met un point au-dessus et un point en dessous, on peut connecter tous ces côtés à la pointe. Et de cette manière, on obtient l'octaèdre. Donc en fait, l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes, est un octaèdre en 2 dimensions. Ça, c'est une grande révélation. Et donc aussi autre chose, on peut aussi comprendre que l'espace et les dimensions sont apparus après les éléments. Ce qui veut dire que la géométrie, en quelque sorte, est arrivée après la formation des éléments. Et là, en l'occurrence, on ne parle pas de la Terre. On a parlé de l'eau, de l'air, du feu et de l'éther. Enfin, l'éther, entre guillemets, je suis pas exactement sûr. Mais la Terre, pour l'instant, n'est pas présente. La matière en tant que telle n'existe pas vraiment. Parce que l'eau, ici, en l'état actuel de sa définition, c'est sous un état gazéifié. On connaît plusieurs états de l'eau. Il y a l'eau solide, compacte, qui est la glace, l'eau liquide et l'eau gazeuse. Le gaz, l'eau et la glace. 3 états de l'eau. Donc voilà, là c'est plus à comprendre d'une manière subtile. Le feu, c'est l'énergie qui anime les choses. Je passe à la partie suivante. Alors, dans le chapitre 2, on apprend l'identité des 3 lettres mères. Les 3 mères sont Aleph, Mem et Shin. Sefer Yetzira, 2e chapitre, 1er paragraphe. Alors, ce qui veut dire en quelque sorte, non, j'y viendrai après. Je vais continuer à lire ce que j'ai écrit ici. Dans le chapitre suivant, on peut lire que ces lettres furent associées à chacun des 3 éléments de la création. 3 mers, Aleph, Mem, Shin dans l'univers. Ce sont l'air, le feu et l'eau. Sefer Yetzira, 3e chapitre, 4e paragraphe. Donc voilà, ici c'est bien indiqué. À ce moment-là, les lettres sont dotées d'une signification. Et cette signification, c'est qu'elles sont rapprochées à 3 éléments. Et ces 3 éléments, c'est ceux qui sont à l'origine de la constitution de tout. Donc vous voyez un peu l'importance, en fait, dans une seule lettre, dans une seule forme de lettre, il y a des concepts qui y sont intégrés. Et donc une symbolique précise. Ce après quoi, il enchaîne que les cieux sont créés à partir du feu, la terre est créée à partir des eaux, et l'air se place entre les deux. Sefer Yetzira, 3e chapitre, 4e paragraphe. L'apparition du ciel et de la terre, donc finalement les parties supérieures et inférieures de notre octaèdre,
apparaissent à travers ces trois principaux éléments. Et notamment, le ciel est créé à partir du feu et la terre à partir des eaux. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Sefer Yetzirah. Pour moi, ma version, c'est celle-ci, le Sefer Yetzirah, j'essaie de le mettre bien en face, édition d'Iria. C'est cet ouvrage qui m'a servi de support en partie pour la création de cette vidéo et je vous montrerai un deuxième livre pour l'interprétation et pour le décodage de notre alphabet. Euh, donc là justement j'explique que ce passage est important puisqu'il nous indique que la terre et le ciel ont été créés après l'air, l'eau et le feu. Cela nous renvoie aux 5 éléments de la tradition hindoue, avec le ciel qu'il faut remplacer par l'espace. Ensuite, dans le paragraphe suivant, l'auteur de cette version du Sefer Yetzirah indique que Aleph, Mem, Shin, dans l'année, ce sont le chaud, le froid, le tempéré. Le chaud est créé à partir du feu, le froid est créé à partir des eaux, et le tempéré à partir de l'air qui se place entre les deux. Sefer Yetzirah, 3e chapitre, 5e paragraphe. Donc, après avoir associé chaque lettre à l'échelle de l'univers, le macrocosme, puisque je rappelle que c'est indiqué trois mers Aleph Mem Shin dans l'univers, et dans l'univers, c'est-à-dire à l'échelle macrocosmique, c'est l'air, le feu et l'eau, mais à l'échelle planétaire, donc à ce deuxième niveau, et vous verrez que ça fonctionne souvent par trois, il associe maintenant ces lettres à l'échelle planétaire, l'année, et notamment aux températures, puisqu'on parle du chaud, du froid et du tempéré. Or, ces états d'être, on le retrouve dans la théorie des humeurs d'Hippocrate, dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos YouTube. Et c'est ça qui est vraiment incroyable dans mes découvertes, c'est que ça crée beaucoup de liens avec ce que j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, et que dans un sens, j'étais sur la bonne voie. Et tout ça vient me le prouver, mais de manière extraordinaire. Vous verrez la fin, c'est phénoménal. J'en dirai pas plus, mais c'est incroyable. Et tout ça, bien sûr, dérive de, on va dire, ma conscience de chercheur où j'ai besoin de toujours approfondir. Je ne laisse jamais les choses dans un état inachevé. Je vais toujours au fond des choses, tout le temps, tout le temps. Et c'est justement pour ça que je montre ça, parce que c'est ce qui a servi de socle pour moi, en partie. Puisque vous allez voir, il y a aussi une source grecque. C'est pour ça que je dis que l'alphabet français n'est pas uniquement issu de l'alphabet grec et par extension du latin, mais aussi de l'alphabet hébreu, puisque l'alphabet hébreu est à l'origine de tout. Je reviens à mon diapo. Pour finir, les trois lettres mères sont associées à la tête, le ventre et la poitrine. Sefer Yetzirah, 3e chapitre, 6e paragraphe. À l'échelle de l'être humain, donc on parle du microcosme, qui est nommé Nefesh en hébreu. Donc, après avoir fait cette distinction des éléments à l'échelle de l'univers, donc à l'échelle du macrocosme, des températures à l'échelle planétaire, nous parlons maintenant de notre corps, la tête, la poitrine et le ventre. Le texte enchaîne par l'association des éléments aux parties du corps. Ainsi, la tête est créée à partir du feu, le ventre à partir des eaux, et l'air à partir de la poitrine qui se place entre les deux. Donc justement, encore une fois, un rapprochement avec le macrocosme, puisque la tête, c'est la partie supérieure du corps, tout comme le ciel est la partie supérieure, enfin ce qu'on voit quand on lève la tête, ce qui est en haut par rapport à nous. Tandis que la poitrine est la partie basse, et la terre est ce sur quoi on repose. Nos pieds sont posés sur la terre, donc c'est en dessous. En dessous, il y a la terre, au-dessus, il y a le ciel. Et entre les deux, il y a la poitrine. Et la poitrine, justement, c'est ce qui nous permet de respirer. Donc, le fait qu'elle soit associée à l'air est totalement logique. Voilà, c'est Sefer Yetzirah. On passe à la partie suivante. Dans les 3 paragraphes restants de ce chapitre, l'auteur explique que le Créateur fabriqua chaque lettre pour les associer à ces 3 niveaux du vivant, l'univers, qui est le macrocosme, la planète, donc l'échelle planétaire avec les températures, et l'être humain Nefesh, le microcosme. La partie suivante est assez intéressante, puisque nous passons aux 7 lettres doubles, donc là on a parlé du 3, là on va parler du 7. Ce passage a besoin d'être lu plusieurs fois pour être vraiment bien intégré.
Pour commencer, l'auteur nous explique que ces lettres sont polarisées par leur prononciation. Concept très intéressant et je pense que la plupart d'entre vous n'avaient pas songé jusqu'à maintenant. Cette double B, G, D, K, P, R, T, que sont les lettres Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Resh et Tav, elles s'expriment dans deux niveaux de langage, B, V, G, G, D, D, K, R, P, R. Sefer Yetzira, 4e chapitre, premier paragraphe. Ces lettres sont prononcées de manière explosive ou fricative. Alors ceux qui font de l'hébreu connaissent ces termes-là, puisqu'en fait, la deuxième lettre de l'alphabet Bet se lit aussi Vet. Et là, le Sefer Yetzira nous explique qu'il y a une raison. À notre époque, seules trois de ces lettres ont gardé leur polarité, le B et le V, le K et le R, et le P et le F. Enfin, P, F. Je reparlerai de ces deux lettres-là, puisque vous allez voir, elles sont présentes dans notre alphabet. On a oublié la prononciation des autres. Leur polarité explosive expose l'être humain aux vices et leur polarité fricative aux vertus. L'une est masculine, l'autre féminine. Je vous évite le nom de chacune de ces vertus et vices. Parce que quand on y pense, le son B, 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 c'est un son dur, vous voyez? Alors que le son V, c'est un son plus doux. D'où la polarité masculine-féminine. Au sein même du son, K et R. Là, pareil, le R, c'est le V, donc c'est un son plus doux. On a l'impression que c'est quelque chose qu'on racle dans la gorge, mais finalement, sa vraie prononciation est plus douce, c'est plutôt R. Alors que le K, le son est plus percutant, vous voyez? Et pareil pour P et F. D'un côté, il y a le son percutant du P, et l'autre, le F, qui fait plus ronronner le son. Ouais. J'essaie de trouver des analogies pour que vous puissiez bien comprendre. Et je l'ai pas expliqué dans mes diapos, mais aussi dans le texte, il est indiqué que les lettres sont regroupées en catégories en fonction de la partie de la boue qu'on va employer pour prononcer ces lettres. Par exemple, le P, c'est plus avec les lèvres, alors que le F, on va plus utiliser la langue ou les dents. Donc en fait, il y a le palais, la langue, la bouche, la gorge, euh, et puis il y a un autre que j'ai pas en tête. Mais voilà, simplement pour que vous compreniez que finalement le son des lettres vient à premier abord de l'oral, avant que ça soit matérialisé dans la matière. Bon, je reprends. On apprend quelques paragraphes plus loin que le Créateur a formé 7 planètes dans l'univers, 7 jours dans l'année, 7 portes dans l'âme mâle à partir de ces 7 lettres doubles. Sefer Yetzira, 4e chapitre, 6e paragraphe. Donc voilà le nombre 7, on le connaît assez bien, justement en rapport aux 7 jours de l'année. Alors les 7 planètes dans l'univers, ça pourrait vous paraître un peu farfelu puisqu'on sait qu'il y a plus de 7 planètes dans notre système solaire. Mais chez les anciens, et ça c'est présent dans de très nombreux textes, on considérait le Soleil et la Lune comme des planètes, comme dans l'astrologie actuelle, tout comme Vénus, Mars, Mercure, Jupiter et Saturne. C'était ça les 7 planètes à l'origine. Comme nous, on était sur la Terre, on n'incluait pas dans ce système. C'était ce qu'on pouvait voir depuis la Terre. En l'occurrence, le Soleil et la Lune, ça on peut les voir sans problème. Puis d'autres qui nécessitent une meilleure vision ou peut-être des outils permettant de grossir le champ de vision. Mais à l'époque, bon, ils n'avaient pas de télescope. Enfin, c'est ce qu'on pense. Alors, partie suivante. Dans le paragraphe suivant, on nous indique quelles sont les 7 planètes dans l'univers, que les 7 jours de l'année sont rattachés aux 7 jours de la semaine. Ah oui, c'est vrai, là c'était 7 jours de l'année. En réalité, voilà, c'est en rapport au calendrier. C'est calendaire, on va dire, ce qu'apprécie. Et que les 7 portes de l'âme correspondent à 7 parties de notre visage. Et là, je tiens à indiquer, à différencier des 7 chakras hindous. Parce qu'on pourrait penser les 7 portes de l'âme, bah, ça pourrait être les 7 centres énergétiques. Ces 7 portes que représentent les chakras, qui est un terme sanskrit.
Les associations lettres, planètes, jour de la semaine, partie du visage varient selon les versions. Et donc voilà, j'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que voilà, j'ai comparé les 4 versions, hein, pour être honnête, avant de préparer ce diapo. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis rigoureux. Dans le chapitre 5, l'auteur énumère les 12 lettres simples restantes et ce à quoi elles correspondent chacune. Par elles sont formées 12 constellations dans l'univers, 12 mois dans l'année et 12 dirigeants, appelés organes et membres du corps, dans l'âme, mâle et femelle, Sefer Yetzira, 5e chapitre, 3e paragraphe. Ces 12 constellations, nous les connaissons très bien, puisque ce sont les mêmes qu'en astrologie, et les 12 mois de l'année sont l'équivalent de nos mois français traduits en hébreu. Pour finir, les 12 dirigeants sont nos 2 mains, nos 2 pieds, et des organes de notre corps, contrôlant notamment notre humeur. Et là-dessus, je vous renvoie à la théorie des humeurs d'Hippocrate ou la vidéo que j'en ai faite. Il me semble que c'est dans ma série de vidéos sur l'astrologie, et ça doit être la deuxième vidéo. Si je me trompe pas, c'est la deuxième vidéo où je parle de Claude Gallien aussi. Claude Gallien et Hippocrate. L'association lettres, signes du zodiaque, mois de l'année, organes et membres du corps divergent selon les versions, encore une fois. Qui sont pas tous d'accord. Alors, partie suivante. Enfin, dans le dernier chapitre du livre, l'auteur explique que les 3 mères, lettres mères, donnent naissance à 3 pères que sont l'air, l'eau et le feu. Cela voudrait donc dire que l'énergie féminine aurait précédé l'énergie masculine. Dans le deuxième paragraphe, on apprend où gouverne chaque élément. Le feu est au-dessus, puisqu'il a créé le ciel, l'eau est en dessous, puisqu'elle a créé la terre, et le souffle de l'air légifère entre les deux. Il y a un signe à cela, le feu soutient l'eau. Sefer Yetzira, 6e chapitre, 2e paragraphe. Le feu est donc associé au ciel et l'eau à la terre. Ça, il n'y avait pas besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre. Cela pourrait expliquer leur fonction complémentaire puisque nous savons que l'eau nourrit la terre et l'air attise le feu. Néanmoins, nous pouvons aussi lire que le feu soutient l'eau, ce qui peut paraître plus surprenant à premier abord. Pour comprendre la signification de cette phrase, il faut penser que que la dualité ou la polarité existe, il faut 2 principes opposés, ce que sont le feu et l'eau. D'ailleurs, dans l'astrologie chinoise, l'eau domine le feu, puisque l'eau éteint le feu. Je fais un peu d'astrologie chinoise, donc c'est pour ça que j'en parle. Alors, pour terminer avec cette diapositive, pour finir, dans le dernier paragraphe du chapitre, on apprend que celui qui a inventé l'alphabet hébreu à 22 lettres n'est autre qu'Abraham. Un pacte fut alors conclu avec le Créateur, qui lui révéla le grand secret de sa création. Il fait alors allusion à des procédés alchimiques et à des connaissances astrologiques. Ça, c'est un point que j'ai trouvé assez intéressant. Il les plongea dans l'eau. Donc, il plongea les 22 lettres dans l'eau, ce qui pourrait se rapporter à la dissolution, une des 7 étapes de la transformation alchimique. Les brûla avec le feu, donc c'est l'étape de calcination, l'épreuve du feu. Les agita avec le souffle, donc on parle de distillation. Les enflamma avec les 7 planètes et les dirigea avec les 12 constellations, donc ce qui nous renvoie à l'astrologie. Sefer Yetzira, 6e chapitre, 7e paragraphe. Ainsi s'achève le récit de la création. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, mais finalement, récapitulé en 6 chapitres, et c'est vraiment pas très long, donc si vous pouvez vous procurer le Sefer Yetzira, que vous pouvez le lire chez vous, si vous parlez l'hébreu, si vous comprenez l'hébreu, bah c'est encore mieux, comme ça au moins vous pourrez le lire dans sa version originale, mais il existe des versions vulgarisées qui permettent de mieux comprendre avec des commentaires ajoutés par l'auteur du livre. Et justement, le livre dont je vous ai parlé est une très bonne référence. Je l'ai justement ajouté à ma bibliographie. Comme ça, au moins, vous pourrez savoir où vous le procurez. Donc voilà, j'en ai terminé avec le Sefer Yetzira. Alors, on va passer à la prochaine partie, qui est la Gematria. Qu'est-ce que la Gematria? Alors, c'est un terme dérivé de géométria. Ça, c'est une première chose qui est très intéressante. Visant à étudier les transpositions entre un mot et un nombre, ainsi qu'un nombre et un mot. Qu'entre un nombre et un mot, pardon. À travers cette racine, nous allons voir que la forme de la lettre, donc sa géométrie, est aussi important à prendre en compte en Gematria. Sa démarche s'étend sur 2 niveaux. La première,
L'association de mots ou de lettres à des nombres possédant une symbolique spécifique qui permet de mettre en relation la lettre au nombre. Donc là, pour faire simple, ça se rapproche à ce qu'on appelle aujourd'hui la numérologie, et ce que Pythagore appelait l'arithmologie. Sauf que vous allez voir que ça va plus loin. Ce n'est pas simplement ça. En fait, la numérologie n'est qu'une extension avec un niveau plus limité de la gematria. C'est pour ça que j'emploie ce terme. Et les inventeurs de l'alphabet français le savaient également. Vous le verrez après. Dans le sens inverse, un nombre correspond au mot dont la valeur numérique est égale à ce nombre. Et ça, justement, on l'a pas en numérologie. C'est que, en fait, lorsque deux mots possèdent la même valeur numérique, ils peuvent se substituer. Et ça, c'est très important à comprendre pour déballer toutes les informations qui sont contenues au sein de notre alphabet. Enfin, dernière partie, deux mots semblant différents à premier abord peuvent être rapprochés si la somme des valeurs numériques de chacune de leurs lettres donne un résultat équivalent. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai expliqué juste avant. Cette méthode de lecture fut inventée par des rabbins pour décoder des messages implicites inscrits dans la Bible, surtout dans la Torah, puisque le terme vient de l'hébreu, et que l'Ancien Testament, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, a été écrit à l'origine en hébreu et une partie en araméen, qui est la langue que parlait Jésus au passage. En étudiant minutieusement le texte sacré, ils se rendirent compte qu'il était possible de créer de nouveaux mots en assignant un nombre spécifique à chaque lettre de l'alphabet hébreu. Voilà. Ensuite, partie suivante. De nos jours, il existe environ 13 méthodes guématriques différentes pour interpréter la Bible. Le fait qu'il y ait 13 méthodes, déjà, moi, ça attire mon attention, puisque le nombre 13, vous allez voir, est très présent dans ce que je vais vous expliquer. Et justement, on va inverser sa signification. Enfin, surtout pour ceux qui pensent que c'est un nombre maudit, ou qu'il faut craindre. Ce qu'on appelle aujourd'hui la numérologie est la même chose appliquée à notre alphabet latin moderne, voilà. Sans cette dimension de mots rapportés à des lettres qu'on peut substituer, enfin de mots rapportés à des nombres qu'on peut substituer. En Grèce antique, Pythagore avait nommé cela l'arithmologie, puisqu'il considérait que son alphabet, donc l'alphabet grec, avait été créé selon le même principe. Ensuite, en plus de la gematria, il existe 3 méthodes kabbalistiques complémentaires permettant d'interpréter les phrases bibliques selon un point de vue différent du sens littéral de ce texte. Le Témoura, dont je vais parler juste après. Le Notaricon, qui consiste à produire de nouveaux mots à partir des lettres, à partir des premières ou dernières lettres de chaque mot d'une phrase. Par exemple, si je dis je m'appelle Marcus et que je prends les initiales de chacun de ces 3 mots, on peut former les initiales J-N-N. Je m'appelle Marcus. Ou si le M apostrophe est considéré comme un mot et appelle un autre mot, ça fait J-M-A-N. Et après, on peut les substituer par le jeu d'anagramme du Témoura dont je vous parlerai après. Ou les dernières lettres. Si je prends toujours je m'appelle Marcus, le E du jeu, le M, on va le garder vu que c'est la première et la dernière lettre du M apostrophe, et appel c'est un E, donc ça va faire E-M-E-S pour la dernière lettre de mon prénom. Voilà, ça c'est le principe du notaricon. On prend les lettres de fin de mot et puis on les rassemble, ou de début de mot. Élaïde Becker, appelé aussi Cabale des 9 chambres, bon là c'est plus spécifique, je vais pas rentrer dans les détails. Mais cela fut repris en franc-maçonnerie, notamment dans la communication codée. Alors, il est intéressant de noter que la plupart des lettres de l'alphabet hébreu sont reconnues comme étant un assemblage de plusieurs lettres. Et là, j'insiste là-dessus. J'insiste vraiment. Par exemple, la lettre Aleph est constituée de 2 lettres Yod séparées par un Vav en diagonale. Si j'en parle, c'est pour une bonne raison, comme vous le verrez plus tard. Alors, je vais simplement sortir de là un instant. Hop. Je vais ouvrir une application. Voilà. Plutôt un logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour constituer l'animation de ma diapo, j'ai pas utilisé Word et PowerPoint précisément, mais j'ai utilisé LibreOffice parce que je me dis ça sert à rien de prendre un abonnement
Word qui me coûte 90 à 100 euros l'année si j'utilise pas en ce moment, puisque j'ai même pas de projet de traduction de livre ou tout ça, pour lesquels j'avais utilisé l'outil Word. Et là, justement, j'ai découvert l'outil LibreOffice, qui est gratuit et qui comporte quand même de nombreuses fonctionnalités. Donc là, par exemple, l'outil LibreOffice Draw qui veut dire dessiner. Et justement, là, je vais pouvoir vous montrer un peu vous illustrer mes propos, parce qu'il va y avoir de la graphie qui entre là-dedans, donc la forme des lettres et des nombres. Et donc je vais le garder à côté de moi pendant que je vous explique tout ça, parce que ça va être assez important. C'était un petit aparté. Attendez, je vais faire différemment. Voilà, à partir de la diapositive. Voilà. Donc, la lettre Aleph, oui justement, je voulais revenir là-dessus. Le fait que les lettres soient composées de plusieurs lettres, c'est un assemblage de plusieurs lettres. La lettre Aleph, en fait, je vais vous la dessiner. C'est un iode qui est comme ça, et auquel on vient ajouter ici, euh, enfin plutôt c'est un vav, ça c'est l'équivalent de la lettre vav, auquel on vient ajouter deux éléments de chaque côté, un peu comme ça. C'est une barre qui sépare deux autres éléments, un peu comme en symétrie. Oui. Et c'est pour ça que, justement, dans le texte, et là, je vous recommande cet ouvrage-là, l'alphabet hébreu et ses symboles, toujours même maison d'édition, Viria. Et c'est le même auteur, alors il s'appelle, c'est Georges Laï. Georges Laï, voilà, pour la référence. Et justement, il décortique chaque lettre de l'alphabet, il explique quelles lettres sont assemblées pour former une seule lettre. Voilà. Je reviens maintenant à ma diapo. Tac. Voilà. Voilà, donc si je vous en parle, c'est qu'il y a une bonne raison par rapport aux lettres de notre alphabet. L'alphabet hébreu d'origine contenait 22 lettres. Ce sont les émanations de la création, puisqu'il est dit dans la Bible, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Livre de la Genèse, premier chapitre, premier paragraphe. C'est la première phrase écrite de la Bible introduisant le récit de la création. En hébreu, cette phrase est constituée de 7 mots, et si on prend les initiales de chacune de ces lettres, on obtient 22. Et de manière assez intéressante, le rapport 22 par 7 est une simplification du nombre pi. C'est pas 3,1416, mais 3,14. Et apparemment, ce serait cette proportion aussi qui aurait été employée dans la construction, ou dans les dimensions de la Grande Pyramide. Et voilà. Je vous laisse là-dessus. Il y a des spécialistes qui pourront un peu plus argumenter que moi. Donc, ces 22 lettres sont directement issues de cette phrase. Ça, c'est intéressant. Il est probable que le jeu de tarot et ses 22 arcanes majeures soient issus de l'alphabet hébreu, ou de la notion de création à travers le nombre 22, puisqu'il y a 22 arcanes majeures dans le tarot, ça je vous apprends rien, pour ceux qui connaissent un petit peu les principes. Par la suite, 5 autres lettres furent ajoutées par des prophètes, amenant son total à 27. Et je vous expliquerai notamment pourquoi 4 de ces 5 lettres ont été choisies comme lettres finales. Et je suis presque certain de ce que j'ai expliqué. Et je crois que ça a été mentionné nulle part. Donc je crois que c'est vraiment une première, ce que j'ai expliqué. Et c'est très logique. Donc il y a de fortes chances que j'ai raison. Mais voilà, je reste dans le conditionnel, puisque le conditionnel, c'est ce qui permet de réunir les opposés. Comme j'expliquais, ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de croire que tout ce que je dis, enfin, je vais pas dire ça parce que sinon vous allez croire que je considère comme bête. Mais si vous pensez qu'à chaque fois tout ce que je dis est forcément vrai, sans faire de recherche derrière, eh ben, il se pourrait finalement que ce que je dis n'est pas totalement vrai. Par exemple, le cas de l'église tétractiste, bah, finalement, c'était un tétraèdre. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour les personnes qui sont sceptiques, eh ben, le fait justement d'apporter le conditionnel, eh ben, ça permet de savoir que bah, si pour eux c'est complètement farfelu, bah, le fait que je l'explique au conditionnel, eh ben, ça monte dans un sens que pour eux, il peut y avoir un intérêt et que cette personne est intelligente. Que je suis pas attaché en fait. Je suis pas attaché à tout ce que je vous montre. Si je vous le montre, c'est parce qu'il y a une logique, une cohérence. Mais si jamais du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui vient remettre en question
toutes les découvertes que j'ai faites, eh bien, je m'en fous. Et c'est vraiment le cas, hein. Je m'en fous complètement. C'est pour ça que de cette manière, on peut revenir à l'unité et à l'amour, parce que l'unité, c'est l'amour aussi. Et l'emploi du conditionnel est important. Voilà, je reviens pas sur ce que j'ai dit. Il faut qu'on soit incertain, parce que dès qu'on parle du passé, il faut être prudent. On n'est pas certain, on n'a pas vécu à cette époque, on n'a pas été aux côtés de l'inventeur ou des inventeurs de l'alphabet ou du jeu du tarot. Donc on ne sait pas comment ils y sont pris pour concocter tout ça et pour produire le résultat que ça a donné. Mais néanmoins, il y a plein d'indices laissés par-ci par-là qui, une fois rassemblés, nous permettent d'avoir une vision plus générale et plus cohérente. Voilà. C'est important pour moi de dire ça. Alors ensuite, selon la tradition kabbalistique, avant que l'acte de création débute, tout ce qui existait s'appelait l'Ein Sof, que l'on peut traduire par infini. La valeur numérique de ces mots donne 197. Alors c'est pas avec l'alphabet latin, ça c'est important, mais avec l'alphabet hébreu, on obtient 197, que l'on peut réduire à 8. Or, si l'on bascule le 8 à l'horizontale, on obtient le symbole de l'infini. Se pourrait-il que le symbole de l'infini tienne son origine ici? Première question que je soulève. Mais en tout cas, il y a une certaine logique. Ein Sof se traduit par infini. Et on a utilisé le 8, qui est finalement l'expression numérique de l'Ein Sof, pour désigner l'infini en grec, puisque le symbole de l'infini a été repris par les Grecs. Voilà, je vous laisse mijoter ça dans votre tête. Et on passe au Temura, qui est l'autre partie intéressante et que je pense très peu de personnes ont abordé. C'est un mot qui dérive de la racine mour, voulant dire changer, substituer ou remplacer. Voilà, première chose. Ensuite, le principe du Temura est de substituer les lettres d'un mot entre elles, donc à faire ce qu'on appelle un anagramme, pour révéler un ou plusieurs autres mots à partir de celle-ci. Cette technique de lecture est apparue naturellement chez les exégètes de la Bible dans sa version hébraïque, puisque l'alphabet hébreu n'a pas de voyelles. Et justement, tiens, je vais un petit peu revenir là-dessus. Peut-être après, ce que je le fais. Non, je reviendrai là-dessus après. Ce sera plus opportun pour en parler. Les mots révélés apportent un nouveau sens à la place ou à la valeur du mot dans une phrase. Par exemple, le mot carte peut se substituer en trace ou écart. On garde les mêmes lettres, mais on les dispose différemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine logique, une certaine cohérence. Par exemple, le mot trace est une sorte de matérialisation à petite échelle d'une carte, puisqu'un ensemble de traces peut créer une carte. Voilà. Après, écart, c'est un peu plus difficile à cerner. Si je vous parle de cette technique, c'est qu'elle m'a beaucoup servi dans mes découvertes sur la relation entre les différents alphabets, dont je parlerai après. Et le dernier point, qui est très intéressant, qui est l'objet de la diapo de présentation du tout début, la langue des oiseaux. Alors, quelle est la définition de la langue des oiseaux? C'est un système de locution consistant à former des mots avec la même prononciation, donc en utilisant l'homophonie, à partir d'un mot donné. L'orthographe est ignorée. Donc ici, la prononciation est plus importante que l'orthographe. Cela permet d'apporter plusieurs sens différents à un même mot. Par exemple, si on prend le mot visage, on peut le décomposer en 2 syllabes. Vie d'un côté et sage ou sage de l'autre. Et former de nouveaux mots avec, tels que par exemple une vie sage ou visage. Et si on inverse âge et vie, on obtient les âges de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que le facteur qui permet le mieux de déterminer l'âge d'une personne est son visage. Donc les âges de la vie on le lit sur le visage. Vous voyez, tout ça, ça a un sens. Mais c'est regroupé en un seul mot. Un concept qui pourrait être développé en une phrase est réduit en un seul mot. Voilà pourquoi cela a une certaine importance. Je passe à la suite. Apparition du terme. Les premières personnes à avoir fait référence à cela sont Claude Grasset d'Orsay, qui est un archéologue et épigraphe du XIXe siècle, et un homme avec le pseudonyme de Fulcanelli, qui fut un alchimiste,
qui abordèrent le sujet dans leurs ouvrages respectifs. Alors Fulcanelli, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à déterminer son identité. On ne sait pas véritablement qui ça a pu être. Et d'ailleurs, c'est possible que Claude Grasset-Dorsey ait été lui-même Fulcanelli. Mais bon, voilà, ça, il y a plein de versions différentes à ce sujet-là. Alors, l'origine. Je fais la distinction apparition du terme et origine. Apparition, c'est la première fois qu'on l'a vu écrit quelque part. Et l'origine, c'est quelle a été la source d'inspiration du terme. Et là, justement, Fulcanelli a écrit dans son livre Demeure philosophale la chose suivante. Les vieux maîtres utilisèrent surtout la cabale hermétique dans la rédaction de leurs traités, qu'ils appelaient langue des oiseaux. Et ça, c'est important encore une fois, puisque ça nous ramène la tradition de la langue des oiseaux à la cabale hermétique. Et la cabale hermétique, c'est tout ce qui est en rapport avec l'hébreu. Parce que la cabale, à l'origine, ça s'écrit avec un K, ça a été francisé avec un C, on a retiré un B. Mais en soi, ça a une origine commune. Alors, cabale hermétique, là, c'est un terme différent, l'hermétisme, qui vient d'Hermès, Hermès Trismégiste, Hermès le 3 fois grand, qui est Tris pour 3 et Mégiste pour le 3 fois grand, qui est le probable graveur de la table d'émeraude, très connu en alchimie, hein, et qui aurait pu être Thoth, l'architecte de la Grande Pyramide, ou celui en tout cas qui a euh, rédigé les premiers textes, qui a inventé les hiéroglyphes. Il avait plusieurs cordes à son arc, hein. C'était un polymathe, comme on pourrait le dire, et il maîtrisait plein de domaines différents. Enfin bref, là, on ouvre la voie sur autre chose, donc je vais pas trop approfondir parce que on peut vite à me dire que ce que je dis est faux, ce qui est possible. Donc c'est pour ça que je vais pas trop entrer dans les détails. Ensuite, cette phrase est très importante à retenir pour comprendre ce que je vais vous expliquer par la suite. Nous pouvons établir de cette façon un lien de parenté direct entre l'hébreu et la langue des oiseaux. Voilà, comme j'ai pu le dire juste avant. Pour en revenir au terme de langue des oiseaux, je pense qu'il fut choisi en raison du fait que la communication entre oiseaux n'est pas comprise directement, mais en l'étudiant. Pour l'homme, les sons que produisent les oiseaux sont comme des sifflements mélodiques, alors que pour les initiés, que sont les oiseaux eux-mêmes, cela signifie autre chose, ce qui est vrai. Et c'est pour ça que, enfin, pour le terme de langue des oiseaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas véritablement la raison pour laquelle il a été employé pour désigner cette technique de l'homophonie. On ne sait pas pourquoi on a rapproché l'homophonie à la langue des oiseaux. Et moi, voilà, c'est l'interprétation que j'en fais. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est ce qui me paraît le plus évident. Maintenant, nous allons en arriver à la partie la plus savouante, qui est celle des alphabets. D'après les historiens et les épigraphes, le plus ancien alphabet connu, ayant engendré tous nos alphabets actuels, est le phénicien. Il aurait été inventé aux alentours de 1050 avant Jésus-Christ au Proche-Orient. L'alphabet grec et l'alphabet hébreu seraient donc issus de celui-ci. Mais vous allez voir que là, moi j'ai complètement inversé les choses. Néanmoins, comme nous l'avons vu plus tôt, l'alphabet hébreu viendrait du Créateur lui-même, qui aurait demandé à Abraham de le former dans la matière, tel que l'exprime le Sefer Yetzirah. Or, nous savons à quelle époque aurait vécu Abraham, au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Cette période est bien antérieure à la date présumée de l'invention de l'alphabet, attestée par les scientifiques actuels. Et quand je parle d'invention de l'alphabet, c'est le phénicien. Or, le phénicien a été inventé aux alentours de 1050. 2e millénaire avant Jésus-Christ, c'est il y a 4000 ans. Abraham a vécu il y a 4000 ans. Donc vous voyez, l'alphabet hébreu est bien antérieur à l'alphabet phénicien. Puisque l'alphabet phénicien comporte 22 lettres, on a dit que c'est cet alphabet-là qui a créé l'hébreu. Mais en réalité, si on étudie les textes, c'est l'inverse. C'est l'alphabet hébreu qui a donné naissance à l'alphabet phénicien. Et ça, c'est très important. Vraiment très important. Pour ce qui est de l'alphabet grec, il tire bien son influence de l'hébreu et du phénicien, mais aussi de manière plus surprenante de l'écriture hiéroglyphique. Et là, j'ai remonté encore plus loin. Parce que finalement, il y a une sorte de système proto-alphabétique à l'époque de l'Égypte antique. On va voir ça après. Nous avons souvent tendance à oublier l'écriture hiéroglyphique au milieu de tout cela, mais une forme d'alphabet était également présente à cette époque.
Il est important de la mentionner en raison du fait qu'elle est bien antérieure à Abraham et qu'elle pourrait être la source d'inspiration de cet alphabet, ainsi que celui de l'alphabet grec. Comme vous allez le voir, j'ai repéré certains éléments allant dans ce sens. Voilà, donc je vais conclure, je pense, la première partie. Je vais scinder finalement l'ensemble de cette présentation en deux parties. Là, c'était, on va dire, les supports qui m'ont servi euh, dans ma théorisation, qui m'a permis finalement de décortiquer les différents éléments de notre alphabet. Et ensuite, bah là, je vais en venir à mes découvertes qui vont nous amener bien loin. Donc voilà, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve une prochaine fois pour la suite et la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.